Bonjour et bienvenue sur Apprentie Sorcière. Alors vous connaissez cet outil, hein, généralement c'est l'un des outils préférés de la sorcière, avec les cartes, avec tout un autre attirail. Eh bien d'habitude on imagine que ça va servir à retrouver des lignes telluriques, trouver de l'eau, voilà, c'est la sorcière, la sourcière, ça fait partie de notre imaginaire. Mais figurez-vous qu'on peut faire bien plus de choses avec un pendule que simplement trouver de l'eau sous terre. Et pour ça, j'ai le grand plaisir d'inviter à nous rejoindre aujourd'hui Laurent Guimard, qui est un grand spécialiste et du pendule et de tout ce qu'on peut faire avec. Laurent, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous Bonjour aujourd'hui. Julie, merci de nous accueillir. Très sympa. Alors, c'est aussi pour parler de ton nouveau livre, un très beau livre, Le Grand Manuel de l'énergéticien. Moi, quand je l'ai découvert, ce livre, je me suis dit, ah, super, je suis tombée sur le MacGyver de l'énergétique, celui qui sait m'expliquer facilement avec des petites astuces. C'est vrai que tu nous proposes de faire des baguettes avec des stylos bic et une longueur de cuivre, de tester les auras avec un mur. Enfin bon, c'est incroyable. Et ça marche. Moi, j'ai testé et Super. approuvé, c'est vraiment trop bien. Alors, ben voilà, le pendule, c'est ta vie, ça a toujours été ta vie ou tu as découvert cet outil récemment? Enfin, Alors récemment. moi c'est vrai que, alors je me présente, donc moi je m'appelle Laurent Guimard, donc je suis thérapeute énergéticien, je suis spécialisé dans l'identification et la libération des mémoires émotionnelles et bien sûr des liens transgénérationnels. Alors c'est vrai que l'énergétique, je veux dire, ça peut un peu comme Astérix. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, depuis que j'ai l'âge de 20 ans, où ben un ami de mon père qui était radiesthésiste, et bien m'a offert mon tout premier pendule. Voilà, et donc j'ai découvert un petit peu le maniement de ce pendule avec lui. Puis on m'a inscrit également au club de radiesthésie de Chambéry en Savoie. Donc voilà, je me suis intéressé à cet objet qui au départ paraissait magique, puis finalement, ben une fois qu'on creuse un petit peu tout ça, on s'aperçoit que finalement le pendule, on a des explications un peu plus cartésiennes pour Ouais. l'explication comment ça marche, pourquoi est-ce qu'il tourne dans un sens, pourquoi est-ce qu'il tourne dans l'autre sens. Alors Et moi, donc je me du suis coup, formé depuis un certain nombre d'années à différentes techniques, aussi bien la radiesthésie, et puis bien sûr tout ce qui est aussi géobiologie avec l'utilisation de baguettes de sourcils pour aller identifier des nocivités qu'on peut ressentir dans un lieu d'habitation. d'accord, donc ça c'est les baguettes, c'est plutôt pour le lieu et le pendule, c'est pour d'autres usages. Et donc du coup, depuis toujours, tu es radiesthésiste, c'est ton travail ou est-ce que tu as eu un autre parcours professionnel? Alors moi j'ai une formation qui est plutôt cartésienne à la base parce que moi je suis agrégé en électrotechnique, en informatique industrielle, en physique appliquée, donc des choses vraiment la terre à terre. 1 plus 1 ça fait 2, ça fait pas 3, 4 ou ABC. Mais je me suis aperçu qu'il y avait des choses dans la vie qui nous dépassaient, qui n'étaient pas explicables scientifiquement. Et moi, avec mon esprit cartésien de vouloir comprendre comment ça marche, parce que c'est vrai que l'électricité, on le voit pas. On voit pas le courant passer dans les fils. Par contre, si on a deux fils qui vont se toucher, bien sûr, ça va faire des étincelles. On va se dire, oh là, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est pareil là en énergétique. Dans certains lieux dans lesquels j'ai pu me trouver, je me suis senti mal et j'ai senti des choses, des agressions. Je me suis senti vidé de mon énergie par des choses qui étaient inexplicables au premier abord. Et alors du coup, comment t'as compris ça finalement? C'est avec ton pendule que t'as réussi à trouver la solution? Alors, la première expérience que j'ai vécue un petit peu, c'est celui dans lequel j'ai été amené à me confronter à des énergies de souffrance. Mon ex-femme à l'époque travaillait dans une clinique sur Chambéry, qui a été rasée depuis, c'était la clinique Saint-Joseph, et on m'a proposé d'aller visiter les blocs opératoires qui étaient désaffectés. Et lorsque je suis descendu avec des infirmières, et heureusement, j'ai senti toute cette espèce de tristesse dans ce bloc opératoire. Donc il restait plus que le gros projecteur circulaire au plafond, le carrelage verdâtre, mais je me suis complètement senti très mal, vidé par les informations qui étaient restées dans le lieu, ce qu'on appelle les mémoires des lieux, les mémoires émotionnelles des patients qui avaient souffert, dans lesquels il y avait eu des opérations, on les avait amputés, bien sûr ceux qui avaient été également ceux qui étaient décédés dans le lieu, ce qu'on va appeler après, pas plus tard, les âmes errantes. Donc ma première expérience, c'est quand j'avais 25 ans, où j'ai été confronté directement à tout ça, sans avoir d'explication plus que ça. Hmm. Et après, derrière, j'ai fait, on va dire, des stages pour apprendre, voilà, concrètement, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais des choses qu'on ressent, qu'on va pouvoir bien sûr mesurer en utilisant le pendule, par exemple, bien sûr mesurer ce que j'appelle le niveau de vitalité d'un lieu.
Alors ça, c'est ce qu'on appelle les planches de Bovis, d'Alfred Bovis. Bien sûr que vous allez retrouver dans mon livre, et puis également vous pourrez télécharger sur mon site internet gratuitement. Voilà. Par exemple. Et donc, qui me permettent de mesurer l'énergie. Est-ce que le lieu a de l'énergie, on va dire un petit peu comme une pomme, est-ce qu'elle donne tout son plein potentiel, ou au contraire, est-ce que la pomme, elle commence à perdre de sa vitalité? Et puis, bien sûr, on va se retrouver connecté avec des informations mélancoliques, de tristesse qui vont être là. Donc, l'énergie, effectivement, du lieu dans lequel je me suis trouvé était vraiment très, 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 très bas. Et je me suis, avec mon hypersensibilité que j'ai découvert, on va dire, à ce moment-là, eh bien, j'ai découvert que je pouvais m'imprégner à mes dépens, eh bien, de toute l'énergie qui restait là, toutes les informations énergétiques, toutes les mémoires des lieux, mémoires des personnes. Alors, si je t'entends bien, ça veut dire que quand on est hypersensible, ce qui est ton cas, hein, tu l'as découvert, on est plus poreux aux énergies et des personnes et des lieux, et que dans des endroits comme un bloc opératoire, on entend bien que effectivement il y a des âmes décédées, des choses comme ça, mais que voilà, on peut se retrouver comme ça, collé ou attiré ou imprégné par des choses qui sont pas agréables et qui sont tout à fait en dehors d'un problème de santé, d'un problème d'hygiène de vie. On fait tout comme il faut, et puis hop, finalement, ça va pas bien parce qu'on est aspiré, notre énergie vitale est aspirée. C'est comment ça marche? Oui, alors c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire que notre énergie est aspirée. Pourquoi? Parce que c'est nous qui allons justement aspirer cette énergie. C'est-à-dire qu'en étant hypersensible, qui correspond à peu près quand même à 10-15% de la population, c'est pas non plus négligeable. Ouais. Donc il y a des personnes qui vont être sensibles, alors aussi bien sensibles aux 5 sens, lumière, son, odeur, goût, toucher, contact corporel, émotion, bien sûr, bien entendu. C'est-à-dire quand je vais regarder un film, eh bien je vais me sentir triste parce qu'il va y avoir de l'émotion dans le film et je vais aspirer cette émotion négative. Voilà, dans des lieux, dans des lieux, dans des situations, je vais pouvoir également, en fonction de ma sensibilité, on va dire un peu ouvrir ma protection. Et puis toutes ces mémoires, toutes ces informations énergivores vont venir s'imprégner à l'intérieur de moi et me causer cette espèce d'état aussi de tristesse, de mélancolie. Et je vais pas être bien. Voilà. Je vais ressentir tout le mal-être du lieu, de la scène, de l'information, que ça soit un journal télévisé avec des décès, bien sûr, mais que ça soit aussi une tristesse, le coût de la vie qui augmente, différentes choses. Voilà, toute cette négativité. Et bien, en fonction de ma sensibilité, je vais m'en imprégner. Par contre, derrière, il y a des personnes qui vont pas être sensibles. C'est un peu comme, voilà, quand il pleut, j'ai un imperméable et ça glisse sur moi. C'est-à-dire que voilà, j'ai des informations, ouais, ok. Le prix de l'essence augmente, il y a de la guerre, oui, mais je vais rien pouvoir faire. Donc je m'en détache, voilà, je suis vraiment centré, je reste centré sur moi, je reste centré dans ma bulle, ce qu'on va appeler sa bulle, son cours énergétique, la vibration de son âme, et ces informations ne vont pas pouvoir rentrer. Donc c'est vraiment en fonction de son hypersensibilité, est-ce que je vais ouvrir mon cœur, ouvrir mon chakra, bien sûr, mais percevoir bien sûr ce qui se passe, ou justement avoir une position un peu plus centrée sur moi. Ok, je vois les informations, mais je ne les prends pas. Et ça ne l'atteint pas. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut identifier aussi avec l'énergétique, la qualité émotionnelle des gens, et puis comment s'en sortir. Alors, dans ce parcours d'hypersensibilité, donc le pendule t'a permis vraiment de comprendre ce qui se passait pour toi. Tu t'es appuyé dessus pour te protéger. Qu'est-ce que tu as mis en place pour que ça... Alors, la protection, c'est vrai que c'est un grand domaine. J'ai essayé plein de choses. Moi, ça fait plus de 20 ans, on va dire, que parallèlement à mon métier d'enseignant, que j'expérimente l'énergétique. Donc, bien sûr, en ayant fait des stages, aussi bien radiesthésie, géobiologie, aurathérapie, travailler sur les chakras, travailler sur les lettres hébraïques, travailler sur les énergies aussi divines, travailler aussi sur tout ce qui est en fleurs de bac, travailler aussi en lithothérapie, travailler bien sûr aussi sur les connexions divines, connexions spirituelles, travailler en médiumnité, et puis également travailler aussi en psychogénéalogie, on verra, en constellation familiale et en libération énergétique. Donc moi je me suis, on va dire, formé un petit peu au cours de ma vie pour comprendre et surtout comprendre comment ça marche. En énergétique, pour moi, il y a des règles.
C'est un peu comme le code de la route, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut faire si on roule à droite et si on s'arrête au stop et au feu rouge. Voilà, on peut arriver à faire son chemin comme il faut. Et si on roule à gauche ou on double sur les lignes droites et on grille les stops, ça, des fois ça peut passer, mais ça peut aussi cartonner. Donc moi j'ai expérimenté beaucoup, énormément, donc depuis 20 ans, et donc dans le livre que vous avez ici, ben je résume, on va dire, de façon pédagogique, bien sûr, avec toute la simplicité. Plus grand pour qu'on le voit bien ce livre. Oui, alors redis-nous. Effectivement, quand je disais MacGyver de l'énergétique, c'est ça, parce que c'est vraiment un livre qui s'adresse à tout le monde et qui permet pas à pas d'avancer. C'est un peu la synthèse de tout ce que tu transmets en formation. C'est un peu ton élixir. Excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. Ouais. Voilà, donc c'est un livre qui va résumer, c'est un livre pas pratico-pratique, qui va résumer de façon pédagogique, et bien tout ce qu'il y a à savoir sur aussi bien le pendule, comment je tiens le pendule, comment s'en servir, comment poser les bonnes questions, bien sûr comment mesurer un niveau de vitalité, le niveau de vitalité d'un lieu, mais également le niveau de vitalité d'un objet, d'un aliment, mais le niveau de vitalité aussi de son niveau de vitalité. Comment est-ce qu'on va utiliser aussi les baguettes? Comment, bien sûr, on peut les fabriquer. Je vous expliquerai aussi dedans avec un petit crayon bic très facilement. Comment les utiliser, comment les tenir, comment poser les questions. Et puis, bien sûr, comment mesurer aussi ce que j'appelle faire un bilan énergétique, c'est-à-dire mesurer la taille du corps énergétique d'une personne. Parce que chaque personne, on va dire, a ce qu'on appelle la vibration de son âme. Voilà, c'est-à-dire c'est la vibration, c'est l'envergure des vibrations de son enfant intérieur. C'est-à-dire que si on s'écoute, si on écoute ses besoins, et si bien sûr on répond à ses besoins, eh bien notre âme, elle dit c'est génial parce que le beau voyage que je suis en train de faire actuellement sur Terre, dans ma mission de vie, eh bien je suis en phase avec moi, je suis connecté avec moi. Donc je vais rayonner. Donc tout ça, ça peut également, l'envergure des vibrations de notre âme peut également se mesurer. C'est ce qu'on appelle bien sûr le corps énergétique, l'aura. L'aura, c'est ça. Voilà. Et puis après, bien sûr, en fonction de notre sensibilité, si on est sensible à notre environnement, et puis bien sûr, si on vit soi-même des événements qui peuvent être impactants, des blessures, des altercations, eh bien on peut s'imprégner, ce que j'appelle des mémoires émotionnelles. Ce sont ce qu'on appelle les petits nuages noirs qu'on voit ici, qui vont obscurcir notre soleil intérieur. Et bien sûr, en conséquence, eh bien la taille les vibrations de notre âme vont s'affaiblir. Donc la taille de notre corps énergétique va diminuer progressivement. Et puis bien sûr, si rien n'est fait et si on a toujours, on est toujours dans ce milieu anxiogène avec toutes ces mémoires, et on peut se retrouver un peu coupé de soi, c'est-à-dire, notre corps énergétique peut également se décaler, peut également complètement disparaître, et puis on peut se retrouver complètement coupé de soi, en train de dire mais où c'est que je vais dans ma vie, qu'est-ce que je fais, quelle décision je prends. C'est un peu l'expression être à côté de ses pompes, en fait. Quand on voit ça, on sent vraiment qu'il y a un décalage. Et ça, c'est quelque chose que tu vois couramment. Il y a beaucoup de gens comme ça qui marchent à côté de leurs pompes. Alors malheureusement, alors surtout dans les personnes que je reçois, alors que ça soit en présentiel dans mon cabinet ou bien sûr en distanciel, parce que je fais également beaucoup de consultations aussi à distance. La personne, pour petite parenthèse, la personne la plus lointaine que j'ai accompagnée, c'est une personne qui est une Française, bien sûr, mais qui vivait à Dubaï. Voilà, donc si elle m'entend aujourd'hui, je lui passe bien le bonjour. C'est des choses malheureusement qui sont trop fréquentes, c'est-à-dire d'être coupé de soi, coupé de ses envies, coupé de ses rêves. Parce qu'à un moment donné, il y a eu un choc émotionnel où je me suis imprégné de différentes émotions perturbatrices qui vont me couper de mon chemin de vie. Donc très souvent, je trouve, on va dire, des personnes qui sont, on va dire, un petit peu à côté d'elles. Et puis bien sûr, des personnes qui sont dont la taille de son corps énergétique est affaiblie à cause de la présence de ces mémoires émotionnelles, des peurs, des angoisses, des tristesses, des colères qui n'ont pas pu être exprimées à un moment donné. Ça peut être aussi des mémoires, ce qu'on appelle les mémoires transgénérationnelles, c'est-à-dire des informations qu'on n'a pas nous-mêmes vécues, mais que nos aïeux nous ont transmis en héritage. C'est ça. Alors, comment on fait la différence dans ces différentes mémoires entre ce qui nous appartient, un truc qu'on n'a pas digéré, une rupture, on pensait qu'on s'en était sorti, etc. Alors qu'en fait, au fond, ça continue à travailler. Et puis, quelque chose de l'ordre de l'héritage familial, comme tu dis, le fameux transgénérationnel.
Voilà. Alors, c'est-à-dire que la première des choses que je vais faire, c'est que je vais déjà mesurer le niveau de vitalité de la personne. C'est-à-dire, est-ce que la personne, elle donne tout son plein potentiel, un petit peu comme une pomme, ou est-ce que la personne, on va dire qu'elle elle va avoir un niveau de vitalité qui va être affaibli parce que justement, il va y avoir des peurs, des tristesses, des angoisses. La deuxième chose que je mesure, c'est bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, la taille du corps énergétique. Ça permet un peu de faire le bilan énergétique de la personne. C'est un peu comme quand vous allez chez votre médecin qui va vous ausculter, qui va dire oh là là, mais vous avez le fond de l'œil tout jaune, la gorge toute irritée, etc. Qui va prendre aussi votre tension, qui va dire oh là, mais vous avez une tension qui est trop faible, vous allez faire un évanouissement, etc. Ensuite, et bien sûr, on va aller s'intéresser à ce que j'appelle à l'histoire de la personne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a vécu. Est-ce que elle, personnellement, dans sa vie d'adulte, d'adolescent, d'enfant, elle a vécu des chocs émotionnels. C'est une altercation, alors aussi bien avec son patron, mais aussi bien avec une collègue de boulot. Ouais. Ça peut être aussi avec ses parents, parce que des fois on peut avoir aussi tomber dans des familles qui sont pas très très sympas, avec voilà beaucoup de pression, beaucoup de violence. Et puis après, ça peut être des choses aussi que nos parents ou nos grands-parents ont vécu. Donc la méthode que moi j'utilise, la première méthode, c'est-à-dire en fait, c'est d'aller identifier un petit peu les blessures qu'on peut retrouver dans son arbre généalogique, que ça soit des blessures qu'on a vécues nous avec un de nos aïeux en altercation, et puis également des choses que nos parents ont vécues. Donc la première des choses que je fais, c'est que je dessine rapidement, on va dire, avec la patiente qui est venue me consulter, voilà l'arbre généalogique, c'est-à-dire on va mettre elle. Et après, on va mettre aussi, bien sûr, sur la lignée, les mêmes, voilà, la même génération, les frères, les sœurs, mais également aussi indiquer des choses que maman a pu vivre, comme par exemple des fausses couches, des IVG, des enfants décédés à la naissance. D'accord. Sur la ligne du dessus, on va mettre bien sûr la mère, le père, au-dessus encore les grands-parents. Voilà, que ça soit du côté paternel ou du côté maternel, et bien sûr on va mettre par exemple les altercations où en tant que jeune fille, quand j'étais petite, quand j'avais 10 ans, mes parents m'ont placé chez mon arrière-grand-père qui était un homme violent et alcoolique, et bien sûr il y a eu des choses qui se sont mal passées. On peut retrouver aussi, par exemple, voilà, un grand-père qui est décédé à la guerre parce que son bunker a explosé, il a été étouffé par les gaz de combustion, différentes choses. Et puis on peut hériter justement de cette souffrance. Et cette souffrance, c'est pas une souffrance qu'on a vécue, mais c'est une souffrance qu'on a héritée. C'est-à-dire que le père qui a pas pu voir une dernière fois sa femme pour lui dire au revoir, qui est resté là en train de suffoquer, eh bien, elle peut être transmise tant que l'information n'a pas été vue, n'a pas été honorée, n'a pas été reconnue, n'a pas été libérée, eh bien, elle peut être transmise. Et puis au bout de la chaîne, eh bien, vous pouvez souffrir, par exemple, d'asthme. Alors, bien sûr, c'est une hypothèse. On est là en train de voir des pistes. Alors, c'est une hypothèse, mais la transmission, effectivement, de génération en génération de traumatisme, ça a été prouvé scientifiquement. Ça s'appelle l'épigénétique. Tout à fait. Et on sait que dans le gène absorbe ce qui se présente dans son environnement et donc se transmet ensuite. Donc, ça a été fait avec des souris, je crois. Enfin bon, bref, ça saute une génération, mais ça a été prouvé scientifiquement. Et effectivement, les drames qui ont été vécus dans les lignées sont inscrites dans les gènes des générations suivantes. Dans les marqueurs des gènes, tout à fait. Vous le et comme évidemment, on est dans une société où tout ça c'est très tabou, on n'en parle pas, on n'est pas au courant qu'on a un grand-père qui est décédé à la guerre dans un bunker asphyxié, et on se demande pourquoi on a de l'asthme, mais la seule façon de trouver la réponse, c'est de faire un travail avec toi, donc de ces libérations de mémoire que tu fais aussi avec le pendule, parce que du coup, le pendule t'indique où se présente le problème en fait. Voilà, c'est-à-dire que je travaille avec différentes planches que vous verrez également retrouver. Une planche où on va avoir toute la famille, c'est-à-dire voilà, mes frères, mes sœurs, ma grand-mère, mes tantes, les grands-pères côté et grand-mère côté maternelle, même chose de côté paternel. Et avec mon pendule, je vais pouvoir poser la question en train de dire d'où vient cette problématique d'asthme. Ouais. Et le pendule, il va s'orienter, par exemple, sur ça vient du côté grand-mère maternelle ou grand-père maternel. Voilà, donc on va y retrouver cette situation d'être étouffé. Enfin, cet étouffement, il va être identifié avec le pendule et on va retrouver, voilà, c'est le grand-père qui est décédé à la guerre.
Donc ça, c'est incroyable parce que ça va tellement plus vite que d'aller faire de l'hypnose régressive, que de essayer de retrouver tout son arbre généalogique, interroger. Alors je dis pas qu'il faut pas faire ce genre de démarche, hein, parce que c'est toujours utile de savoir, de connaître son socle. Et c'est vrai que pour savoir où on va, faut savoir d'où on vient. Mais avec cet outil et ce que tu nous proposes, c'est quand même un accélérateur de particules. Ça va quand même 10 fois plus vite, 100 fois plus vite, je ne sais pas. Voilà, donc avec le pendule, on va pouvoir avoir une orientation, c'est-à-dire est-ce qu'on est du côté maternel, du côté paternel, d'où vient cette transmission d'informations, qu'est-ce qu'on a hérité, pourquoi on est mal. Voilà. Mm. Alors c'est vrai que quand on regarde aussi l'arbre généalogique, on peut avoir aussi d'autres similitudes, hein, comme par exemple, et voilà, on s'aperçoit que le grand-père paternel, lui, était aussi boulanger. Il a transmis l'entreprise à son fils, et puis bien moi, en tant que boulangère asthmatiforme, je peux aussi hériter d'une allergie, vous voyez, dans l'arbre généalogique. Alors ça, c'est possible, c'est-à-dire qu'on va un petit peu jouer l'enquête policière pour essayer d'identifier l'origine. Est-ce que c'est une origine physique, parce que je vais être allergique aux poussières et aux levures, Ouais. ou est-ce qu'il y a une autre origine qui est un petit peu plus masquée, comme un autre grand-père qui a lui a été étouffé à la guerre par l'explosion d'un obus. Mm, mm. Et souvent, Donc ça, ça c'est la peut première. Voilà. être des indices comme ça croisés. C'est hyper intéressant. Excuse-moi, je t'ai coupé encore une fois. Voilà. Donc là, on est vraiment dans la première partie, c'est-à-dire l'identification d'où vient le problème. Mm. Voilà. C'est un petit peu comme une voiture, c'est-à-dire, ben voilà, la voiture ne tient pas la route. Ben on va l'amener chez le garagiste et il va faire un contrôle technique pour voir d'où vient le problème. Il vous dit, ah bah oui, effectivement, les pneus, votre pneu arrière, il est dégonflé. Ah bah oui, il y a un clou à l'intérieur. Vous avez hérité d'une blessure, d'un événement qui est là, un clou, et qui a crevé votre pneu. Et puis, bien, le pneu, bien sûr, il est abîmé et il va falloir le changer. Donc voilà, j'ai fait l'identification avec la psychogénéalogie. Alors, la psychogénéalogie, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, hein, ça vient d'Anne Ancelin. Vous connaissez aussi certainement, qui a écrit un livre qui s'appelle Aïe mes aïeux, qui explique bien tout le processus dans un gros manuel très très complet. Mm, mm, Et mm. donc, bien sûr, dans mon livre, moi, je vais résumer la psychogénéalogie, résumer ces outils très simplement, comment est-ce qu'on peut construire son arbre généalogique simplement, et comment est-ce qu'on peut identifier des blessures qu'on pourrait hériter, voilà, qu'on a Ouais, pu tout hériter. à fait. Et ça, c'est quand même la base, identifier les blessures, parce que si on ne sait pas quel est le problème à régler, on aura du mal à le régler. Donc une fois que c'est identifié, il y a une deuxième étape, et ça c'est pareil. J'étais très surprise de découvrir dans ton livre sur l'énergétique. Alors on s'attend à avoir effectivement des informations sur les auras, les ondes de forme, sur voilà l'énergie, mais on s'attend pas du tout à lire. À lire de la constellation familiale. Et ça, j'adore. Tu présentes même des dessins où on comprend bien le schéma avec des petits Playmobil. Donc, en fait, et je le redis, dans ce livre, on peut être complètement en autonomie. On va s'acheter un pendule, un crayon, un carnet. Il y a même les abacs dedans. On peut noter dans le livre. Et donc, du coup, on va suivre étape par étape jusqu'à aller chercher des Playmobil et faire sa propre constellation familiale. C'est quand même assez troublant. Enfin voilà, bon, continue, raconte-nous la constellation familiale et puis aussi peut-être comment t'es tombé dedans et en quoi c'est particulièrement efficace pour se libérer de tout ce qui nous pèse, de nos sacs à dos familiaux qu'on n'a pas apportés, qui nous empêchent d'avancer quand même. Voilà. Alors le deuxième outil que je présente bien sûr de façon résumée dans mon manuel, c'est tout ce qui est constellation familiale. Alors généralement les constellations familiales, vous en avez peut-être entendu parler, vous avez peut-être vu le chemin des oliviers aussi à la Super, télévision. super. Voilà, petite Sur publicité. Netflix, ouais. Va s'agir d'aller rejouer, d'aller réparer symboliquement l'événement dramatique. Donc par exemple dans le cas d'une grand-mère qui n'a pas connu, enfin qui a perdu son mari à la guerre, d'une fille qui n'a peut-être pas connu son papa et d'une petite fille aussi qui souffre d'asthme, eh bien on va les rejouer et on va les présenter. La grand-mère qui a connu son défunt mari va les présenter à sa fille et à sa petite fille, eh bien le grand-père qui est décédé étouffé pour aussi rétablir la vérité et reconnaître et aller honorer le défunt. Alors tout ça, moi je le fais. Alors on le fait généralement avec une assemblée dans laquelle il y a une dizaine, vingtaine de personnes, et on va choisir la personne qui va faire sa constellation va venir choisir son représentant, le représentant de sa mère, de sa grand-mère, et bien sûr du défunt grand-père.
Moi, je le fais avec ce que j'appelle des Playmobil, c'est-à-dire voilà, j'ai une grande boîte avec un certain nombre de Playmobil. On va retrouver bien sûr notre boulangère, on va retrouver euh, la mère, et puis bien sûr la grand-mère. Et après derrière, on va pouvoir faire ce qu'on appelle revivre les. Je suis en train de chercher, voilà, revivre les morts, parce qu'on va ramener bien justement le grand-père qui est décédé à la guerre. Et on va faire ensuite bien sûr les présentations, c'est-à-dire jouer un petit jeu théâtral, présenter, voilà. Généralement, ça va être la grand-mère qui parle, parce que c'est la grand-mère qui connaît tout le monde, même si la grand-mère elle est peut-être décédée aujourd'hui, mais elle va présenter, voilà, ma fille, je te présente ton grand-père, celui qui est décédé étouffé à la guerre. Et la fille, elle va dire, ok, je te vois papa. Et on va faire la même chose avec la petite fille. Ma petite fille, je te présente ton grand-père décédé à la guerre. Et la petite fille va répondre, oui, je te vois. Voilà, donc il va y avoir une espèce de dialogue comme ça. Et bien sûr, le mort décédé, le grand-père, va également parler en disant, ok, ah oui, je te vois ma fille, je te vois ma petite fille, ah oui, je sais que tu es là. Voilà. Donc il va y avoir aussi un dialogue de réparation. Je suis désolé pour le mal que tu as subi, je suis désolé. Voilà, j'honore tes souffrances. Ok, je compatis avec toi. Voilà. Donc on va venir rejouer la scène, mais aussi faire sortir les émotions. Parce que c'est vrai, quand on est dans ce type de configuration, c'est un petit peu comme si on était là le jour où l'accident est arrivé. Ouais. Il y a toute cette émotion, cette peur, cette tristesse, cette angoisse. Voilà. Et quand on fait des constellations comme ça, eh bien, on va aller non seulement réparer avec des phrases pour aller honorer, ce qu'on appelle, c'est les phrases de Bert Hellinger qu'il a inventé, qu'il a également diffusé au grand public. Vous les retrouverez ces phrases dans le livre. C'est des clés, c'est des clés pour aller plus vite. Encore une fois, quand tu dis que l'émotion remonte, effectivement, il y a une charge émotionnelle qui valide aussi le fait que du coup dans la structure ça bouge, mais c'est pas non plus une charge émotionnelle comme si on le revivait pour de vrai. Personne ne va s'étouffer avec du gaz moutarde pendant une constellation. Voilà. D'accord. C'est très ténu, très efficace, mais très ténu, un peu comme l'homéopathie. Voilà, mais en fonction bien sûr de sa sensibilité, il peut y avoir, la personne peut également ressentir de vives émotions, se mettre aussi à pleurer en disant oh là là mais c'est vrai grand-père je te vois, tu es là, ça me fait du bien de te voir et puis ça m'apaise. Donc la personne elle va aussi ressentir un apaisement. Jusqu'à présent elle se sentait un peu seule, un peu abandonnée et puis à ne pas comprendre son histoire. Et puis là en revoyant les personnages, en allant honorer la souffrance du grand-père, la personne elle peut ressentir aussi de l'apaisement. Voilà. Ah ouais. Donc ça, c'est vraiment des méthodes qui permettent d'aller rejouer, réparer symboliquement une histoire. Ah, c'est génial. Et c'est un peu. Ouais. Ça fait longtemps que tu l'expérimentes cette méthode de constellation familiale. Tu le fais aussi. Alors pour répondre à la question, moi j'ai été formé en constellation familiale, ça fait plusieurs années. J'en ai fait aussi énormément. C'est vrai que je me suis rendu compte aussi que des fois, dans certains cas, c'était assez difficile de faire des constellations au public. Des fois, quand on a des blessures qui sont assez perso, quand il y a eu de l'agression, on va éviter on va pas pouvoir exprimer son état d'être et le partager. Alors très souvent, moi je le fais justement avec des petits Playmobil pour aller justement rejouer, quelle que soit la scène, rejouer l'événement dramatique. Je le fais bien sûr. En individuel, en séance dans mon cabinet, mais également je peux aussi le refaire, on va dire à distance, sur les personnes qui viennent me contacter par Skype ou par WhatsApp. On va pouvoir rejouer aussi la scène. Alors c'est moi qui vais bien sûr choisir les petits personnages, choisir papa, maman, etc., les rejouer, les mettre devant moi, et puis après ressentir l'état émotionnel des personnages, ressentir les blessures. Et ça, c'est plus en médiumnité que tu travailles dans ces cas-là. Voilà, c'est ce qu'on appelle le don de médiumnité, qui n'est pas un don tombé du ciel, c'est juste une hypersensibilité, d'être hyper empathique, hyper compatissant, hyper sensible, et où je vais percevoir des informations émotionnelles et les traduire à la personne qui est venue en face. Donc voilà, c'est le but d'aller lire des informations émotionnelles que la personne n'a pas pu exprimer à un moment donné. Ouais, c'est ça. Parce que souvent, il faut être grand, il faut être fort par rapport à la société, il faut pas pleurer, il faut pas se mettre en colère. Donc, je fais un peu comme la cocotte minute, je vais garder toutes ces émotions en moi, et puis au bout d'un moment, les émotions, il faut qu'elles sortent. Ouais. Ce que je dis souvent, c'est qu'on est des êtres émotionnels, on n'est pas encore des robots. Alors, peut-être qu'un jour, on verra un ordinateur pleurer, j'espère pas, avec l'intelligence artificielle, ça voudra dire qu'on est allé quand même très loin, malheureusement, mais nous, on a le devoir d'exprimer nos émotions
et de laisser sortir. Mais trop souvent, malheureusement, dans certaines situations, eh ben, il faut se contenir. Oui, et Donc puis les constellations permettent ben, voilà, d'aller rejouer, d'aller aussi libérer, exprimer des émotions qui sont là et de les ramener, on va dire, un petit peu sur le terrain. c'est Voilà, ça, ça les c'est. ramener sur le terrain. Et ce qu'on ne dit pas non plus, c'est que quand cette libération est faite, la personne, elle se sent mieux et peut-être que tu auras Mmh, un exemple ou deux d'avant, après pour voir à mmh, quel point c'est tout mmh, à fait nécessaire de le faire. Mais en mmh, plus, ça libère dans les lignées d'avant et ça libère mmh. dans les lignées d'après. Parce que si on fait pas le taf et qu'on se trimballe son sac à dos, pour peu qu'on ait des enfants, bah, on leur repasse le sac à dos. C'est pas un Tout à super fait. cadeau, c'est important de quand même de faire le ménage. Voilà, c'est-à-dire que quand on fait ce travail d'identification, eh bien, on va aussi identifier des blessures qui peuvent se transmettre de génération en génération, hein, de nos grands-parents, de nos parents, mais aussi également les transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants, et en libérant la lignée, ce que Bert Hellinger dit, rétablir le flux de vie. Mmh. Je rétablis la sève dans l'arbre pour Ouais. que, eh bien, jusqu'au bout des branches, le fruit puisse être nourri par ce flux de vie. Et trop Mmh. souvent, bien, il y a des blessures, c'est un petit peu comme, on va dire, comme des garrots qui empêchent que le sang, que la sève aille au bout de l'arbre, et ça empêche ben, que la dernière génération puisse prendre ce flux de vie et puisse être bien dans sa peau, puisse être joyeuse, puisse être connectée à soi, connectée à son âme, Mmh. parce qu'elle va se trimballer tout un tas d'émotions, les émotions, c'est un peu comme des caillots qui vont bloquer, qui vont bloquer le flux de vie, qui vont bloquer le sang ne pourra pas circuler jusqu'au bout des membres. C'est ça. Ah, c'est super bien exprimé. Et est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, si les générations précédentes pouvaient avancer avec plein de garrots, parce que voilà, c'était un peu Mmh, le mode, c'était dur, la vie était dure, c'était normal d'être pas bien. mmh, Aujourd'hui, avec peut-être le confort matériel dont on dispose, et en même temps, à côté de ça, une société qui est en mutation, un climat qui est en mutation, plein de choses mmh, qui bougent. Est-ce mmh. que tu as l'impression que l'hypersensibilité se développe de plus en plus parce que Ouais. vraiment il est urgent de libérer tout ça? Alors je dirais que l'hypersensibilité c'est quelque chose de génétique, hein. C'est-à-dire que si moi je suis hypersensible, c'est pas quelque chose de tombé du ciel, c'est parce que papa ou maman est hypersensible et que grand-mère ou grand-père est hypersensible. Et comme ça remonte de génération en génération. Mais autrefois, comme je vous ai dit, et comme je t'ai dit, cette hypersensibilité, le fait, on peut pas l'exprimer. On peut pas exprimer sa tristesse parce que ça fait mauvaise figure de pleurer en public. On peut pas exprimer sa colère parce que bah, c'est pareil. On va vous dire mais qu'est-ce qui t'arrive? Maîtrise-toi un petit peu. Mmh. Voilà. Donc bah, cette hypersensibilité, c'est une hypersensibilité qui est contrôlée. C'est-à-dire que je maîtrise. Voilà. Mmh. Parce que ça fait mauvaise figure. Mais aujourd'hui, on va dire qu'on est sur une ouverture, on est sur du développement bien sûr personnel, développement spirituel, et on va lâcher, pouvoir sortir et exprimer librement ses émotions sans jugement. Voilà, Mmh. on a la chance, on va dire, d'être dans une société un peu plus indulgente aujourd'hui qu'il y a 40 ou 50 ans, voire plus. Et on va pouvoir bien sûr exprimer son don qui est resté là, qui est resté enfermé d'hypersensibilité. Mmh. Ouais, c'est vrai, c'est très juste. Et donc du coup, moi j'ai vraiment découvert qu'on pouvait travailler avec le pendule sur ces questions de Oui. sensibilité et de libération de mémoire. C'est quand même, c'est tout à fait nouveau et j'adore ta démarche. Je trouve ça vraiment génial. Est-ce que tu as un exemple ou deux à nous partager d'avant-après ou une anecdote magique, quelque chose comme ça où tu t'es dit, voilà, je suis accompagnée, je suis sur la bonne voie, une synchronicité, quelque chose? Oui, alors c'est surtout alors le fait que moi je travaille beaucoup avec du bouche à oreille, c'est-à-dire que c'est les personnes que je vais voir une fois, deux fois, il n'y a pas besoin de faire 50 séances. C'est-à-dire qu'une Mmh. fois qu'on a enlevé les gros cailloux, la personne va se sentir beaucoup mieux. Et puis je vais plus revoir cette personne. Par contre, je vais avoir d'autres nouvelles personnes qui vont venir, qui vont me dire mais je viens de la part de un tel parce que ce que vous avez fait c'est vraiment magique parce qu'elle est complètement transformée. Alors oui, alors des séances comme ça j'en ai fait, je vais dire voilà plus de 800, plus de 1000, j'en sais Ah oui. rien. Et il y a vraiment des gros changements ou des personnes qui rentraient euh, en début de séance, qui étaient complètement dépressives, complètement livides, sans corps énergétique, sans connexion avec soi. Au bout d'une à deux séances, après avoir identifié les véritables blessures, ce qui les empêche de se connecter à eux et de pouvoir passer à l'action, mais les personnes, elles sont complètement waouh.
rayonnantes, posées, joyeuses, elles ont retrouvé le sourire. Ce qu'on appelle, c'est qu'elles pétillent de vie. Et ce rayonnement de vie, ben, il se mesure par justement le rayonnement du corps énergétique de la personne. C'est voilà. ça. Ah, ça c'est incroyable. Et bien sûr, ouais. Rayonner, ça dit vraiment ce que ça dit parce que Exact. c'est comme le soleil qui rayonne. Et quand on voit le corps énergétique dans tes schémas là, on voit bien qu'effectivement c'est un rayonnement, ça fait un rayon quoi. Voilà. Donc en fait, on va dire que le corps énergétique, c'est un petit peu comme une grosse bulle de savon qui est autour de nous, qui mesure environ 2 mètres. Hein. Alors c'est pas 2,10 m, 2,5 m, on s'en fout, c'est environ 2 mètres. C'est-à-dire, est-ce que j'ai un corps énergétique ou est-ce qu'il est atrophié, qui fait plus qu'1 mètre, ou est-ce qu'il a complètement disparu? Voilà, c'est un petit peu le fait de dire où c'est que j'en suis, est-ce que je suis connecté à moi ou pas. C'est ça. Et il y a plein d'événements qui peuvent venir entraver ces corps énergétiques et le flux de vitalité dont tu parlais avec la pomme. Là, on voit bien avec le diagramme. Est-ce que tu as des astuces au quotidien, des choses que tu mets en œuvre? Est-ce que tu vas marcher pieds nus dans la forêt? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des choses, ou alors tu travailles juste avec ton pendule? Comment on fait pour être bien aligné et pour être bien aligné? Alors le secret, c'est le lâcher prise. Ah. Le lâcher prise, c'est-à-dire que quand il y a une information qui se passe, voilà, il y a la bouteille d'eau, hop, elle tombe, pouf pouf, ça fait du bruit. Eh ben tant pis. Elle est tombée, l'eau s'est renversée. Bon ben je vais nettoyer. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est-à-dire que je laisse couler l'information. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la base du feng shui. Le feng shui, c'est laisser l'énergie circuler. Ouais. Alors le feng shui, c'est quelque chose qui a plus de 3000 ans, c'est la base c'est le secret de l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie doit circuler. Ouais. L'énergie, c'est un petit peu comme l'eau. Eh bien, trop souvent, on va se sentir étouffé par ces énergies. C'est-à-dire que, ok, il y a des peurs qui m'arrivent, il y a de la tristesse, il y a de la colère, il y a des loyautés, ok, mais je vais bloquer cette énergie, je vais essayer de la repousser. Ouais. Alors que quand je vais essayer de repousser, qu'est-ce que je fais? Je fais ni plus ni moins qu'un barrage. Et quand je fais un barrage, bien sûr, l'eau va monter derrière le barrage, l'énergie va s'accumuler. Et plus l'eau va monter, plus le barrage va monter. Et au bout d'un moment, eh bien, le barrage, il va céder. C'est ce qu'on appelle un peu un burn-out. C'est-à-dire que j'ai cherché à trop retenir tout ça. Alors que c'est le contraire qu'il faut faire. C'est-à-dire laisser circuler le chi, laisser circuler l'énergie, laisser circuler, l'information. C'est-à-dire qu'ok, ben, je vois, il y a un événement qui se passe dramatique. Ok, mais je lâche prise. Ok, ben, tant pis, c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. Pour tout ce qui peut se passer. C'est-à-dire, en fait, c'est un peu, être détaché, se laisser traverser comme une passoire. Alors ça, on en a parlé déjà aussi plusieurs fois. Le secret, c'est ça. C'est-à-dire qu'une passoire, vous allez jamais pouvoir la remplir avec de l'eau. L'eau, elle va circuler à l'intérieur. Les émotions, c'est pareil. Je laisse circuler. Ok, je vois les choses, mais je laisse couler. Voilà. Alors je prends pas les informations. Crée une résistance. Ça, c'est hyper intéressant, cette affaire de barrage. C'est encore une fois, c'est une pédagogie imagée très très précieuse. C'est un peu ta spécialité, des analogies dans ton livre. On vraiment comprend les choses avec beaucoup. Ça te vient spontanément cette pédagogie ou t'entends des voix? Comment ça s'est passé? Alors c'est vrai, quand on fait 25 ans d'enseignement avec des élèves aussi bien lycée que collège, ben voilà, il faut ce qu'on appelle rendre ludique des notions scientifiques, les expliquer simplement. Et justement, ben dans ce livre, je vais aller résumer de façon explicite, très 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 cartésienne, comment fonctionne un pendule, comment fonctionnent des baguettes, comment poser les questions, comment marche l'énergie, comment fonctionnent les constellations familiales. Comment ramener aussi, raccompagner des énergies à partir vers l'au-delà. C'est ce qu'on appelle aussi tout ce qui est les communications, ce qu'on appelle passeur d'âme. Passeur d'âme, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent, tout ce qui est passeur d'âme, chaman. Je vous explique dans le livre aussi assez simplement un peu comment fonctionne le chamanisme, le b.a.-ba du chamanisme, comment on va ramener l'âme errante d'une personne décédée à la raccompagner à partir vers l'au-delà. Et ça, c'est à la portée de tous et on peut pratiquer sans danger. On parlait de la protection au début. Alors oui, c'est comme je disais tout à l'heure, l'énergétique, c'est comme le code de la route. Il y a des règles à respecter. Je roule à droite, je roule pas à gauche. En énergétique, c'est pareil. Il y a des choses qu'il faut pas faire. Et dans le livre, j'explique, moi, en fonction bien sûr de mes propres perceptions. Alors j'ai pas la prétention de tout connaître en énergétique, loin de là, mais je sais qu'en respectant certaines règles, eh bien, j'évite certains accidents.
Voilà, c'est-à-dire en fait, j'évite d'aller récupérer des énergies négatives, j'évite de récupérer des entités, des énergies démoniaques et d'autres choses en moi. Parce que ça peut être très dangereux d'aller travailler de l'autre côté de la barrière aussi. Donc voilà, moi je prends mes précautions et j'explique de façon simple comment conduire une voiture en toute sécurité. C'est ça. Et c'est Voilà. important d'avoir ça quand même à l'esprit. Ça n'est pas un jeu. On peut pas non Non. plus aller sur ce terrain-là. C'est ludique, c'est Oui, facile, oui, c'est accessible oui. à tous, mais c'est comme une voiture. Et comme tu le dis très bien, on peut faire ce Voilà. qu'on veut avec une voiture, le pire comme le meilleur. Donc c'est important Tout à de. fait. Tout à fait. Voilà, c'est-à-dire qu'avec une voiture, on peut aussi bien conduire à gauche qu'à droite. Voilà, on peut tout faire. En énergétique, c'est pareil. Si on n'a pas un minimum, pour moi, un minimum de notions, ça peut aussi être dangereux. Voilà, donc Hmm. j'explique certaines recommandations, des choses à faire et des choses à ne pas faire en énergétique pour pouvoir justement euh, travailler avec l'énergétique en toute sécurité. L'important, il est vraiment ça, c'est travailler en toute sécurité et Ouais. pour pouvoir bien sûr raccompagner les énergies, raccompagner les peurs, les tristesses, les angoisses à partir vers l'au-delà, mais raccompagner aussi les âmes errantes, raccompagner aussi les parasites énergétiques et les entités, différentes choses. Voilà, tout est expliqué dans ce Ouais. manuel pratico-pratique. Pratico-pratique est super bien. Donc c'est vrai que on s'est beaucoup arrêté sur la partie héritage émotionnel, familial, transgénérationnel. Mmh, Mais donc, comme tu le disais aussi en préambule, il peut y avoir effectivement des entités ou alors des mmh, lieux qui sont mmh, nocifs ou mmh, alors voilà des empreintes émotionnelles qui ne sont pas de notre lignée mais qui sont de l'environnement et mmh, qui vont aussi pouvoir nous impacter. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère quand, par exemple, on rentre dans un lieu et on s'y sent pas bien. Si c'est un lieu qu'on visite parce qu'on cherche une nouvelle maison, qu'il est au bon prix, dans le bon quartier, que notre compagnon le trouve formidable, mais que nous, on le sent pas terrible, peut-être qu'il faut s'écouter aussi. Les lieux, les environnements ont vraiment un impact sur notre qualité de vie. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, voilà, quand vous allez acheter une maison d'occasion, qu'est-ce qui s'est passé dans la maison auparavant? En fait, les anciens propriétaires, ils ont peut-être pas forcément fait le ménage. C'est un peu comme quand vous rentrez chez vous avec les chaussures pleines de terre. Voilà, donc vous allez salir une maison, un appartement. C'est vrai que souvent, on parle de nettoyage des lieux, bien sûr, mais aussi c'est les personnes qui viennent salir le lieu. Hein, donc Mm. voilà. Derrière, c'est d'aller identifier quelles sont les empreintes énergétiques de souffrance qui ont été laissées dans le lieu. Est-ce qu'il y a eu de la violence? Est-ce qu'il y a eu des deuils? Est-ce qu'il y a eu de la tristesse? Tout un tas de choses. Alors, il y a des maisons, heureusement, qui vibrent, voilà, qui ont une très très belle énergie. Mais des fois, on peut hériter d'une maison d'occasion ou acheter une maison d'occasion, et bien avec la personne avant est décédée, donc il reste encore des empreintes de souffrance qu'il y a à voir dedans. Donc le but, c'est d'aller identifier, d'aller ressentir avec son hypersensibilité, et bien sûr d'aller raccompagner toutes ces énergies à partir, raccompagner la tristesse qui est restée là, les colères, les non-dits, raccompagner tout ça pour justement nettoyer, un peu comme une femme de ménage, C'est ça. nettoyer la maison. Mais ça se fait. Mais donc avec la sauge, et un petit peu de gros sel, c'est pas assez, hein. Il y a Alors du travail à faire. voilà, malheureusement, j'ai remarqué que la sauge et l'encens n'étaient pas des outils qui étaient suffisants. Vous savez, personnellement, moi, c'est un petit peu comme quand on a une odeur, des mauvaises odeurs à la maison. Voilà, on met un petit coup de fébraise et on a l'impression que derrière, la maison est propre. Je dirais pas tout à fait. Le travail est pas fait complètement. C'est-à-dire qu'il va falloir bien sûr aller sortir les poubelles. Si ça sent mauvais dans votre appartement, c'est peut-être que il y a des choses qui restent et qui pourrissent. Donc il faut aller bien Ouais. sûr aller identifier l'origine de la problématique, d'aller ressentir, rejouer les informations, parce que tant que les informations elles n'ont pas été vues, lues, exprimées et honorées, elles ne partent pas. Ouais, ouais. Le but, c'est d'aller identifier, ok, qu'est-ce qui est dans la poubelle, qu'est-ce qui sent mauvais. Ok, voilà, il reste des épluchures, il reste des saletés, des choses comme ça. Ok, voilà, ça sent mauvais, mais je vais aller libérer tout ça. Ouais, la Et jetée. Alors, c'est il y a une question de Clotilde dans le chat qui demande justement comment reconnaître un lieu sain. Je vais raconter rapidement. Elle a vécu dans un appartement rempli d'entités négatives avec son chien. Ils ont eu des ennuis pendant 2 ans. Il est tombé malade. Il est même décédé au mois ouais, de mai. ouais. Elle a quitté ce lieu. Elle a fait appel à un magnétiseur. Et c'est son chien, en fait, qui prenait sur lui tout le négatif du lieu. Mmh, mmh. Comment savoir ce qu'il en est dans un lieu? La sauge ne suffisait pas. Effectivement, il y a, comme tu le dis, c'est pas si simple, hein. Voilà, je l'affiche. C'est pas si simple, ouais. Non, non.
Il faut faire Alors c'est attention. vrai, alors quand on est dans un lieu, la première des choses, bien sûr, c'est d'aller mesurer ce que j'appelle le niveau de vitalité du lieu. Est-ce que le lieu, il est bénéfique, hein, comme une pomme qui est mûre et juteuse à souhait? Mm. Est-ce qu'elle est bénéfique pour la santé, ou est-ce que justement, ben le lieu commence un peu à pourrir, commence à être un peu vraiment à déprécier? Voilà, première des choses, c'est mesurer l'énergie du lieu. Moi, je préfère choisir un lieu d'habitation qui a une bonne énergie plutôt qu'un lieu que je vais devoir nettoyer. Parce que des fois, c'est un petit peu difficile d'aller trouver l'origine. Alors, bien sûr, Ouais. on peut aller questionner le propriétaire, qu'est-ce qui s'est passé? Et il peut nous apprendre, bien sûr, oui, effectivement, j'ai un appartement que je vends parce que ben, ma mère qui était ici est décédée dans l'appartement. Ok, donc je vais aller aussi travailler pour aller libérer la mémoire du défunt. Ah ouais. Mais des fois, c'est un peu plus compliqué parce que l'appartement, la maison a été construit sur un terrain qui a été vendu avec des histoires aussi conflictuelles d'héritage, de partage entre les descendants qui sont aussi bagarrés, qui sont aussi chamaillés, pardon. Alors, Donc il peut y avoir. Clotilde nous dit, en bas, il y avait des pompes funèbres et en face une chambre mortuaire. Donc effectivement, Oui. et un hôpital à côté. Donc Oui, effectivement, voilà. Donc on va éviter de d'habiter. Alors, bien sûr, si on est sensible, une nouvelle fois, si on est sensible et hypersensible aux énergies, on va éviter d'habiter dans les lieux avec des cimetières, des hôpitaux, des choses comme ça. ouais. Par contre, comme je dis, il y a des personnes qui sont pas du tout sensibles et qui se disent bon, ben il y a un cimetière, voilà, non, mais ça me dérange pas. Pour Voilà, tout le monde. ça glisse sur moi. Mm, mm. Il en faut pour tout le monde. Voilà, il en Ben, faut pour tout le monde. merci beaucoup pour ces conseils. Je rappelle que dans ton livre, Le grand manuel de l'énergéticien aux éditions Animae, bah, du coup, on a tous les conseils pour y aller, pour mettre les mains dans la matière. On s'achète Voilà. un petit pendule ou on le fait avec un anneau, une chaîne. Il n'y a pas beaucoup à investir. Le livre est à 28 €, mais en même temps, c'est un bon gros pavé. Et il y a tout dedans. Il y a les abacs, il y a il y a tout ce qu'il faut. On te suit de A à Z. C'est hyper bien expliqué. C'est vraiment très précieux. Merci beaucoup pour ce partage. Merci à vous. Merci. Et puis, bien sûr, vous pouvez toujours retrouver les différentes informations sur mon site internet, www.mémoireémotionnelle avec un S, .fr. Et puis, voilà. Ou sinon, ben, vous pouvez me contacter, m'envoyer un petit mail. Je répondrai avec grand plaisir à toutes vos questions. Sur ton site. Bah, merci encore d'être venu de nous faire une petite démonstration de tout ce qu'on peut faire avec l'énergétique. C'était hyper intéressant. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. À Au revoir. bientôt. Et voilà, cet échange est terminé. Si vous l'avez suivi en live, j'espère que vous avez passé un bon moment comme moi. Sinon, évidemment, il y a le replay. N'hésitez pas à mettre des cœurs, à partager à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Moi, vous le savez, je suis journaliste, expérimentatrice et j'ai vraiment à cœur de partager des outils qui vont servir au quotidien à tout le monde et puis porter un regard un peu plus intelligent sur la magie, sur la façon dont l'énergie fonctionne. Et là, vous avez eu une démonstration magistrale de Laurent Guimard, notre petit MacGyver de l'énergétique, aussi sympa qu'efficace. Vraiment, c'est de la bombe. Je remonte son livre et je vous en offre un par concours toute cette semaine. Mettez un petit commentaire sur le jeu du concours et il y a un exemplaire à gagner pour ceux qui vont participer. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie encore une fois de nous avoir suivis sur Apprenti Sorcière. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye.